Le syndrome métabolique, c'est quand cette graisse abdominale s'associe déjà à des anomalies qui sont une augmentation de la glycémie, une augmentation des triglycérides, une tension artérielle augmentée, un bon cholestérol qui est trop abaissé. C'est déjà quelque chose d'un petit peu plus grave, avec un risque plus important de maladies cardiovasculaires, de toutes les autres maladies qui s'associent à cette graisse abdominale. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour et bienvenue. Je suis très heureux de recevoir ce matin le docteur Martine Cottina. Bienvenue doc. Merci Philippe et puis bonjour à tous. Vous êtes gastro-entérologue, passionnée de nutrition, autrice de nombreux best-sellers santé dont soigner le reflux naturellement et vous publiez aujourd'hui Je veux perdre du ventre, le régime espoir des ventres rebelles aux éditions Thierry Soucard. Mais hors antenne, nous avions une discussion passionnante. Et nous devons d'inclure nos auditeurs. Vous m'expliquiez la différence qu'il y a entre les paix et les gaz. Pour moi, c'était la même chose. Non, parce qu'en fait, les gaz, ça sous-entend aussi les éructations. Et il y a pas mal de gens qui se plaignent aussi d'avoir des éructations fréquentes. Voilà, c'est un petit peu... C'est parler des gaz aux deux extrémités, en fait. Ça, quand on dit que quand vous dites flatulence, c'est à la limite à la partie basse. Ouais. Le reflux n'est jamais très loin chez vous, finalement. C'est vraiment votre sujet. En 40 ans d'exercice, vous en avez vu défiler des ventres. En quoi les ventres et leur morphologie ont-ils changé en 40 ans ? Ils se sont arrondis, ils ont grossi. Et vraiment, on a vu les ventres s'arrondir de plus en plus. Et à ma grande désolation, parce qu'en fait, le problème de cette graisse abdominale... elle est sournoise parce qu'elle est complètement silencieuse et donc j'avais envie ce livre était un peu un cri d'alerte pour prévenir tous ces gens qui avaient un gros ventre de dire attention, cette graisse abdominale elle est dangereuse et elle vous balance des molécules inflammatoires dans tout l'organisme qui augmentent le risque de toutes les maladies chroniques actuelles. Oui, mais si on a juste du ventre et des petites jambes et qu'on n'a pas grossi d'ailleurs, c'est pas grave. Si, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est la graisse abdominale qui va jouer ce rôle néfaste pour la santé, même si les membres sont menus. Je prends cet exemple parce que c'est un exemple que les gens vous prennent souvent. Exactement. En disant oui, mais je suis juste gros du ventre. Exactement. Ailleurs, je suis pas gros. Exactement. Et donc, ce qui compte effectivement, c'est cette graisse abdominale. Donc, c'est celle-là dont on va parler, et c'est celle-là qu'il faut faire disparaître. Et vous dites que elle est beaucoup plus grave si on fait une comparaison que la graisse de la culotte de cheval, par exemple. Exactement. Ça n'a rien à voir. La graisse de la culotte de cheval est disgracieuse, mais elle n'est pas du tout reliée à l'incidence de toutes les maladies inflammatoires que la graisse abdominale favorise, comme par exemple les maladies cardiovasculaires, les cancers, l'apnée du sommeil. Toutes ces maladies-là sont favorisées par la graisse abdominale et pas du tout par la graisse de la culotte de cheval. Vous dites de la graisse que c'est une maladie. Oui, c'est une maladie. C'est une maladie silencieuse, mais c'est une maladie. Vous l'appelez comment, cette maladie ? L'excès de graisse abdominale. Ouais, comme ça. Ouais. Mais finalement, on peut avoir un excès de graisse abdominale et être en très bonne santé, non ? Oui, momentanément. Parce qu'au bout d'un moment, ça ne peut qu'évoluer. Quelle différence faites-vous entre un régime et changer ses habitudes ? Alors, la différence, c'est que changer ses habitudes alimentaires, c'est a priori pour tout le temps, pour la vie. Le régime, quand on fait un régime, ça veut dire qu'on va supprimer quelques aliments et donc on va faire une restriction sur quelques aliments. Alors là, c'est un régime basé sur le soir parce que pour la majeure partie de la population qui ont des gros ventres, ils ne mangent pas comme ce que je conseille. Et puis après, quand ils vont prendre l'habitude, ce régime va devenir une nouvelle mode alimentaire pour eux. Nous, ce régime-là, que j'ai appelé régime pour les gens qui veulent perdre du ventre, c'est mon alimentation de tous les jours. Oui, c'est ce que vous expliquez. Voilà. C'est qu'en fait, vous n'avez pas inventé un régime pour écrire un livre sur le ventre plat, vous divulguez et vous partagez la méthode que vous appliquez à la maison. Exactement. Et ceux qui verront la vidéo verront à quel point vous êtes fit, naturellement. Oui. D'ailleurs, et que ceux qui vous entourent et qui mangent comme vous sont fit aussi. Exactement. Oui. Et on n'a pas besoin de se peser ni de mesurer son ventre. Alors,
ce que vous l'avez expliqué, hein, vous, dans votre livre, vous expliquez qu'il ne faut changer qu'un repas par jour. C'est le repas du soir pour perdre du poids. Pourquoi ? Alors, pourquoi un seul repas ? Déjà, c'est pour simplifier la tâche de tous ces gens qui ont du mal à perdre du poids. Et deuxièmement, pourquoi le repas du soir ? Parce que c'est le repas le plus important où les gens vont stocker. Alors, s'ils mangent effectivement comme ils mangent d'habitude, c'est là qu'ils stockent effectivement ils augmentent leur réserve de graisse. Donc, effectivement, je vais modifier ce repas-là. Ce repas-là, il faut comprendre que, en fait, le fait de vouloir changer le dîner, c'est parce qu'en fait, ça répond à la chronobiologie. C'est-à-dire que le matin, on va brûler toutes les calories qu'on va manger. C'est pour ça qu'à la limite, le matin, si vous voulez mettre du pain, du fromage, votre charcuterie préférée, etc., pourquoi pas, mais c'est le matin. Alors que le soir, on va mettre en réserve. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, je me suis axée sur le régime du soir, pour que le soir, les gens puissent apporter des aliments qui ne vont pas les faire grossir. Qui d'ordine manger léger, oui, voilà, manger léger le soir. Alors, ça veut pas dire manger léger, ça veut pas dire forcément manger très peu, parce que on mange beaucoup, nous, mais beaucoup de légumes. Oui. Voilà, des grosses assiettes de légumes, des légumes variés, beaucoup de crudités, donc plusieurs types de crudités, un plat de légumes cuits, arrosé avec nos bonnes huiles, des bonnes sauces, etc., des épices, des herbes aromatiques, voilà, et puis c'est tout. Et puis, pour ceux qui veulent rajouter un petit peu de poisson vapeur ou des crustacés, pourquoi pas ? Mais voilà, donc c'est ça le secret, en fait. Vous cuisez ou vous mangez cru ? Les deux. Parce qu'il y a beaucoup de recettes qui sont quand même crues oui. et plutôt assaisonnées dans votre Alors, livre. C'est vrai qu'on mange beaucoup cru, mais par exemple, je prends l'exemple des choux que les gens ont tendance à faire cuire, et malheureusement, ils disent qu'ils ne les supportent pas, que ça leur donne des gaz, alors que les choux sont beaucoup mieux supportés crus. Et en plus, ils sont riches en antioxydants, et vous allez perdre une partie de ces antioxydants, bien sûr, en les faisant cuire. Donc, les choux, c'est plutôt cru. Mais par exemple, les haricots verts, les poireaux, tout ça, c'est plutôt cuit. Donc, non, il faut manger aussi du cuit. Et alors, quand vous parlez des choux crus, vous pensez à quels choux ? Toutes les variétés. Par exemple, aussi bien les brocolis que les choux, que le chou pointu, que tous ces choux-là, le chou rouge, le chou blanc, etc. Et tous ces choux-là, vous allez les manger vous les émincez très finement, vous les faites mariner un petit peu à l'huile et le citron, de l'ail, des herbes aromatiques, et c'est vraiment délicieux. D'accord, voilà, c'est pas cru que cru, c'est quand même bien mariné. C'est bien mariné. Et ça peut être cru aussi, Philippe, il n'y a pas de souci. Mais disons que mariné, c'est plus savoureux parce que ça devient un peu plus tendre, la fibre. Voilà. Les gens vont préférer. D'ailleurs, dans vos recettes, vous utilisez vraiment beaucoup les assaisonnements et beaucoup les épices. Voilà. Alors effectivement, le but, c'est de rendre l'alimentation encore plus agréable, encore plus appétissante qu'avant pour pouvoir accepter le changement et avoir envie qu'il devienne une nouvelle habitude. En fait, c'est ça l'idée. Et chez nous, on se régale. Donc, comme on se régale, je me dis, il faut que les gens aussi se régalent. C'est très important de se régaler. Sinon, on n'a pas envie de continuer ce qu'on a entrepris. Pour revenir au sujet du départ, le chou, ça fait pas un peu flatuler ? Beaucoup moins quand c'est cru, justement. Beaucoup moins. Testez. D'ailleurs, le chou de Bruxelles, on le fait toujours trop cuire, ça se mange vraiment al dente. Alors le chou de Bruxelles peut aussi se faire cru, finement émincé, avec de l'huile, du citron, de la même manière. Mais sinon, effectivement, on peut le faire cuire, mais en al dente. Bon, à part des choux, on mange quoi ? On mange de tout. On varie. On mange une grande variété de légumes, des légumes anciens, des légumes que tout le monde connaît. Dans les légumes anciens, on va penser au pané, etc. Donc, en fait, on varie. On amène beaucoup, beaucoup de choix. Et bien sûr, on va choisir des légumes de saison, des légumes frais qu'on va aller, si possible, acheter à des paysans, c'est encore mieux. Si possible, non traités, c'est encore mieux. Et à proximité pour éviter qu'ils aient à voyager. Et donc, on aura des légumes d'une grande qualité nutritionnelle. Alors, quels sont les aliments qu'on doit éviter le soir ? Alors, oui. Ça, c'est effectivement la partie qui fâche. C'est-à-dire pour les gens qui sont habitués. C'est-à-dire on va supprimer la viande, les œufs, alors qu'on va privilégier le poisson pour ceux qui veulent manger des protéines animales.
on va supprimer les féculents, les oléagineux. Alors, les féculents, bon, c'est facile à comprendre. Les oléagineux, c'est tout ce qui est noix, noisettes, amandes. C'est excellent comme aliment, mais pas le soir. Et puis, les légumineuses. Donc, toutes les légumineuses, lentilles, pois chiches, pareil, des aliments excellents, mais pas le soir, voilà. C'est-à-dire qu'on va... Pourtant, c'est pas des aliments qui font grossir, ça. Oui, mais pas le soir. C'est-à-dire ils ont quand même une certaine valeur calorique, ils ont un bon index glycémique, mais ils ont quand même une certaine valeur calorique, et donc on va les déplacer sur le repas de midi. Donc il n'y a pas d'interdiction, c'est juste des déplacements. Bon, donc les petits pois aussi, on n'en mange pas le soir. Pas le soir. Tout ce que vous appelez les faux légumes, qui en fait sont des féculents. Comme les pommes de terre. Ouais, on va les manger plutôt le midi, et pas le soir. Quoi d'autre qu'on s'interdit complètement le soir? Les boissons sucrées. Ah oui, complètement interdit. On va boire de l'eau, éventuellement des eaux parfumées avec des tisanes, avec de la menthe, de la verveine citron, etc. Éventuellement des infusions. Voilà, tout ça c'est permis, il n'y a pas de souci. Une bonne infusion de fruits rouges, par exemple, pour terminer le repas, pourquoi pas? Pour ceux qui ont besoin d'une petite note un peu pseudo-dessert à la fin du repas. Avec un petit peu d'édulcorant pour la note sucrée. Non, pas d'édulcorant. Non. Les édulcorants, ils sont assez nocifs pour le microbiote. Alors après, la stevia, ce serait peut-être le moins terrible, mais on n'a pas beaucoup de recul encore avec les études. Donc, il faut essayer de s'habituer à éviter tout ça. Vous essayez un peu le sucre de coco, toutes ces choses-là, ou pas du tout? C'est pas du Oui, tout dans la journée, si on a besoin de faire une recette, un gâteau, ça nous arrive aussi, mais on ne va pas l'utiliser le soir. Après, si on est invité ou si on veut faire on reçoit des amis, on va faire quelques exceptions, mais il ne faut pas que ça soit tous les jours. Voilà. C'est ça, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'interdiction. C'est pas parce qu'on va dîner dehors qu'on va y aller avec nos choux. Non, et puis c'est pas parce qu'on va dîner dehors qu'on va prendre le livre et puis qu'on va regarder. Non, on va oublier tout ça et on va profiter. Et le docteur Martine Cottina est notre invité. Je rappelle que vous êtes gastro-entérologue et que vous publiez « Je veux perdre du ventre, le régime espoir des ventres rebelles » chez Thierry Soucard. C'est votre méthode que vous proposez à tous ceux qui vous lisent. Une méthode qui consiste à changer radicalement le repas du soir, un seul repas, le repas du soir, et vous garantissez que finalement, si on ne modifie que ce repas, et qu'on maintient les autres comme d'habitude, on va perdre du poids. Oui. Ça marche, ça fonctionne parce qu'en fait, je l'ai testé sur des tas de patients et c'est un bon démarrage. Après, effectivement, ça incite à avoir envie, comme ça donne des bons résultats, ça incite à aller voir plus loin et à s'intéresser aussi aux autres repas. Mais voilà, c'est après. Dans un premier temps, on commence comme ça. Alors, la colite de la graisse abdominale, dites-vous, c'est le syndrome métabolique. Qu'est-ce que vous appelez le syndrome métabolique? Le syndrome métabolique, c'est quand cette graisse abdominale s'associe déjà par exemple à des anomalies qui sont une augmentation de la glycémie, une augmentation des triglycérides, une tension artérielle augmentée, un bon cholestérol qui est trop abaissé. Voilà, dès qu'il y a ces anomalies-là, effectivement, on peut, au moins il faut qu'il y en ait deux, on parle de syndrome métabolique. Donc ça veut dire que c'est déjà quelque chose d'un petit peu plus grave, avec un risque plus important de maladies cardiovasculaires, de toutes les autres maladies qui s'associent à cette graisse abdominale. Alors vous vous intéressez à ce qui se passe dans notre ventre sous la graisse. Il se passe quoi? Ah oui, il y a une belle guerre silencieuse où nos microbes se battent entre eux. Parce qu'en fait, en apportant dans l'alimentation un excès de graisse, un excès de gras, un excès de produits transformés, de sucre, etc., tous ces aliments-là vont nourrir des bactéries plutôt néfastes, à haut potentiel inflammatoire, qui vont prendre le dessus par rapport à nos microbes protecteurs qui, eux, se nourrissent essentiellement de fibres. Donc, effectivement, il y a une lutte un peu inégale. Et donc, le but de ce régime du soir, c'est d'apporter des aliments protecteurs pour ce microbiote, justement, qui nous protège. On verra tout à l'heure le top 50 de vos aliments protecteurs du microbiote. Alors, le ventre, on le mesure où, Martine ? Comment on mesure son ventre ? On le mesure au niveau de la taille. Alors, pour être très précis, on palpe la partie inférieure du rebord costal, des dernières côtes, et on palpe également
la partie supérieure du bassin. Et la partie molle qui se trouve entre ces deux parties osseuses, qui est la taille, ça correspond à la zone où on va mettre son mètre ruban souple. Voilà, pour mesurer son périmètre abdominal. Et une fois qu'on a fait ça ? Alors, déjà, il faut le faire à jeun, c'est bien, tout nu, bien sûr, et en fin d'expiration normale. Voilà, pour avoir il y a un schéma dans votre livre. Pour avoir effectivement une mesure fiable qu'on va pouvoir suivre, parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut suivre. Il ne faut pas imaginer que ça va suivre sur la balance. C'est une aide, la balance, mais c'est surtout le périmètre abdominal qu'il faudra mesurer. Vous êtes plus mètre pour mesurer le ventre que balance d'ailleurs. Voilà, pourquoi ? Exactement. Parce que ça mesure vraiment la graisse abdominale. Vous avez des gens qui ont un IMC normal. Alors l'IMC, pour tout le monde, c'est l'index de masse corporelle, donc qui tient compte du poids et de la taille. Et donc, quand l'IMC est normal, on peut avoir un excès de graisse abdominale. Donc ça veut dire que se contenter de la balance, ça ne va pas suffire. Ensuite, pour mesurer l'avancée, si je peux me permettre, on se mesure tous les combien ? Une fois par mois, c'est bien. Ça suffit. Donc, avec ce repas du soir et les modifications que vous proposez dans votre livre, on peut arriver à quel résultat à peu près ? Alors, c'est vrai que quand les gens font des grosses erreurs, au départ, c'est vrai que ça fait un changement un peu drastique et les gens perdent au moins 4 à 5, 6 kilos le premier mois. Mais après, c'est normal. Ça se met à se ralentir et ça va tourner autour de 1 à 2 par mois, ce qui est tout à fait normal, avec peut-être des fois des moments de palier dû au fait que l'organisme a besoin d'un certain temps d'adaptation avant de continuer à maigrir. Donc tout ça, c'est tout à fait normal. Et donc on arrive à des belles pertes de poids qui peuvent aller de plus de 10, 12 kilos, 20 kilos, etc. progressivement, quoi. Mais très tranquillement. Oui. C'est le but. Mais l'idée, c'est pas forcément de perdre du poids, c'est de perdre de la graisse, en fait. Et oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on perd du poids, par exemple, quand on perd 10% du poids du corps, on va perdre 30% de graisse viscérale, c'est-à-dire abdominale. Donc, ça veut dire que c'est quand même intéressant. Vous connaissez, vous, des produits, des légumes, des fruits qui sont des mange-graisses ou ça n'existe pas ? Ou des boissons ? Des aliments qui sont le thé, le café, qui sont des brûleurs, comme on dit, des brûleurs de graisse. Mais bon, voilà, il n'y a pas d'aliment miracle, Philippe. Donc ça va aider un petit peu, ça va potentialiser les effets de l'activité physique qu'on va associer aussi à la modification nutritionnelle pour améliorer les résultats. Mais voilà, il n'y a pas d'aliment miracle. Vous ne connaissez pas, vous, un aliment bien brûleur ? L'ananas ? Oui, mais bon, voilà, les gens vont pas manger de l'ananas tous les jours. Enfin, moi, je suis pas pour gérer la modification nutritionnelle avec un type d'aliment. Je pense que l'idéal, c'est l'équilibre, en fait. Et je pense que ça parle beaucoup plus aux gens. Et ce qui marche bien, c'est que quand ils ont compris en fait, ce qui se passe au niveau de leur ventre, avec ce déséquilibre entre les microbiotes protecteurs et le microbiote néfaste, je pense qu'ils vont comprendre qu'effectivement, il va falloir alimenter ce microbiote protecteur avec des fibres, mais aussi avec des huiles oméga 3, des aliments oméga 3. Et ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce que vous appelez un microbiote protecteur et un microbiote néfaste ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le ventre, on a un certain équilibre entre les microbes. Et que c'est pas grave d'avoir des microbes un petit peu qu'on appelle un peu néfastes ou pathogènes, etc., c'est-à-dire moins intéressants pour la santé. C'est pas très grave, du moment qu'on a à côté un pool suffisant de microbes protecteurs. Et là, ce qui se passe, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont perdu en microbes protecteurs. Et donc, du coup, ça fonctionne plus. Parce qu'en fait, il faut un certain équilibre pour que ça puisse. Donnez-nous le top 50 de vos aliments chouchous du microbiote protecteur. C'est vous qui les avez, Philippe. Non, c'est dans votre livre. C'est dans votre livre. Alors, non, je rigole. Ce qu'il faut, je ne vais pas énumérer les 50. Pour avoir une idée. Voilà, pour avoir une idée, bien sûr, les asperges, les poireaux, les topinambours que les gens oublient. Bien sûr, il ne faut pas manger une assiette entière de topinambours. Les gens vous disent, ah non, je ne supporte pas, ça donne trop de gaz. Mais vous n'allez pas manger une assiette entière, il faut manger 2, voilà, vous les répartissez dans les légumes,
C'est ceux qui donnent trop de gaz, on en prend un peu moins, puis c'est tout, parce que ça veut dire que effectivement, c'est consommé par les bactéries, c'est pour ça que ça donne des gaz. Donc les poireaux, les asperges, topinambour, je l'ai dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre Les amis du microbiote. Qu'est-ce qu'il doit y avoir? Les Il doit y amis avoir du l'artichaut, non? Il y a l'artichaut, bien sûr. J'imagine. Oui, il y a l'artichaut. Tout ce qui est plus ou moins amer. Exactement. Non, mais c'est surtout riche en fibres, hein, voilà. Ouais. Ah ben, je vois que vous avez même coché la page, tellement ça vous intéresse, Philippe. Donc les endives, le céleri, le pissenlit. Très bien, le pissenlit. Et les gens, ils les ont dans les jardins. Mais non, mais les pissenlits, oui. mais ça c'est pour vous qui habitez... les brocolis, à la campagne. À la campagne, mais en ville, oui. c'est 6 mois de salaire. Alors, peut-être 1 kilo de pissenlit. Marché, ah oui, c'est très cher. C'est super cher, les pissenlits. Alors, brocoli, par exemple, ça c'est facile à trouver. La betterave, les champignons. Vous voyez, il y a quand Pourtant, même... c'est sucré, la betterave. Oui, mais c'est comme la carotte, vous allez me dire, c'est un peu sucré. Mais tout ça, c'est permis. Voilà. Ça, on peut. Voilà, betterave, exactement. c'est très bon pour la tension artérielle. Il y a beaucoup de fibres et c'est très intéressant. Ouais. Voilà. Quoi d'autre encore? Vous en voulez encore d'autres? Oui, pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, vous nous dites, bon, il faut modifier notre alimentation tous les soirs. Alors, on se fait des super assiettes de légumes. Ok, j'ai compris. Mais vous savez comment ça se passe? Au bout d'un moment, on tourne en rond. Ah, vous voulez dire au niveau du choix des légumes? Au niveau du choix. Alors, parce que voilà, j'ai compris. Topinambour, asperges. Non, mais attendez, j'ai compris. J'ai compris votre problème, Philippe. C'est-à-dire qu'en fait, vous voulez qu'on conseille aux gens de manger surtout les légumes avec des fibres prébiotiques, c'est-à-dire qu'ils vont nourrir le microbiote protecteur. Très à la mode. C'est ça l'idée. Ça, c'est très à la mode. Voilà. En fait, moi, je pense qu'il faut avoir une alimentation en fibres extrêmement variée, parce qu'en fait, il ne faut pas amener que des fibres prébiotiques, justement. Tous ceux qui sont dans le top 50. C'est déjà très intéressant de les apporter, donc régulièrement. Mais il faut aussi apporter les autres. D'abord, 1, pour varier, et 2, parce que les autres ont d'autres types de fibres qui sont intéressantes. Parce que les autres types de fibres vont stimuler la motricité de l'intestin et donc favoriser un bon transit. Or, le microbiote, pour bien... profiter de la situation, pour bien proliférer, pour le microbiote protecteur, toujours pareil, je parle du même. C'est-à-dire ce microbiote-là, il a besoin non seulement d'une alimentation adaptée à lui, c'est-à-dire avec beaucoup de fibres prébiotiques, mais il a besoin aussi que l'intestin fonctionne bien. C'est-à-dire que ça le perturbera s'il y a une constipation, s'il y a une diarrhée, etc. Donc ça veut dire qu'il a besoin d'un bon gîte aussi. Il a besoin d'un bon couvert, mais il a besoin aussi d'un bon gîte. Et donc les autres fibres sont intéressantes. Ce qui veut dire que l'alimentation, elle va être variée. Et donc les légumes, on va à la fois donner les légumes riches en fibres prébiotiques, mais aussi tous les autres légumes, parce que ces légumes-là vont modifier, vont améliorer la motricité de l'intestin. Les Français n'aiment pas trop les légumes. Eh oui. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas beaucoup les légumes. Bien dommage. Ouais. Comment on fait si on n'aime pas les légumes? Alors, comment on fait? Alors, il y a plusieurs techniques. La première solution, d'abord, c'est de comprendre à quoi ça sert. C'est quand vous avez compris que finalement, ils étaient extrêmement utiles pour notre microbiote protecteur, c'est vrai que peut-être ça va faire réfléchir pas mal de personnes. Après, la deuxième solution, c'est de manger beaucoup du cru. Parce que j'ai remarqué, lors de mes consultations, qu'il y a beaucoup de gens qui aimaient le cru et qui n'aimaient pas le cuit. Et donc, je me dis, c'est toujours plus facile aux gens de manger du cru, parce que les crudités, tout ça, ça passe bien, parce qu'il y a des bonnes sauces. Et les légumes cuits, souvent, ils font un petit peu la tête, les gens, de manger des légumes cuits. Alors, mais vous savez qu'aujourd'hui, les gens ont tellement moins l'habitude de mastiquer et de mâcher, que pour eux, cuit, c'est moins d'effort. Oui, c'est moins d'effort. Oui, mais s'ils n'aiment pas, c'est pas une solution non plus, parce qu'ils risquent de ne pas le manger. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils reprennent l'habitude de mastiquer, parce que ça c'est très important. Et surtout le soir, ils sont chez eux, ils ont le temps. Si on avait changé le repas de midi, je peux comprendre que c'est un peu plus difficile, mais le soir ils sont chez eux. Donc du coup le soir ils peuvent prendre un petit peu plus de temps pour mastiquer. Et en plus avec des bonnes sauces, parce que là je travaille beaucoup sur les bonnes sauces, et donc c'est ce que j'invite à faire aussi tout le monde, c'est de faire des surtout sauces... Surtout les sauces au fenugrec. D'avance, des sauces d'avance, avec de tout, avec du gingembre. C'est votre star, le fenugrec. Ah bah oui, c'est pas mal le fenugrec, mais là, avec les graines germées, etc., on peut utiliser tout ça. Mais le gingembre, le curcuma, l'oignon, l'ail, ça c'est parfait tout ça. Puis en plus, c'est des bons aliments prébiotiques. Bon, vous avez des recettes de sauces magiques en 5 minutes. Voilà.
Voilà. Alors on peut la préparer d'avance et puis et l'avoir préparée d'avance. Et le robot, il faut qu'il soit sur le plan de travail parce qu'il va servir tous les jours. Donc tous les jours, vous allez faire vos légumes. Et puis quand vous faites des légumes cuits, vous allez les faire vapeur, juste comme il faut, pas trop cuit, pas trop raplapla, parce que sinon c'est pas bon. Et une fois que vous en avez fait cuire, vous pouvez en mettre davantage. Et puis en préparer d'avance pour le lendemain, par exemple. Avec le docteur Martine Cotina qui s'est arrêtée sur Beurre FM, gastro-entérologue, et qui publie « Je veux perdre du ventre, le régime espoir des ventres rebelles » chez Thierry Soucard. J'ai cru que vous aviez cédé à la facilité. Un petit peu. Pourquoi ? Pour les ventres plats, parce que vous êtes plus dans les sujets un peu... vous êtes entre le diverticule et le reflux gastro-œsophagien. Eh oui. Non, mais c'est vrai. Mais tout est important, hein. Tous les sujets sont importants, puisqu'en fait, quand on a du ventre, ça augmente le risque de reflux. Oui. Et ça augmente beaucoup de maladies digestives. Donc il faut aussi s'occuper de cette graisse abdominale. Vous proposez dans votre livre de modifier un repas, celui du soir, donc avec des aliments qui sont strictement interdits. Vous proposez aussi de faire de l'exercice avant le repas et pas après. Pourquoi ? Alors, pas après, parce que ça va perturber le sommeil, et avant, parce qu'en fait, si je conseille de faire un petit peu de gymnastique avant le repas, c'est surtout pour tous ces gens qui sont sédentaires, qui travaillent assis, et donc qui vont utiliser assez peu leur capacité physique pour se bouger. Et donc voilà, je leur propose de bouger à ce moment-là. Après, si vous faites déjà 2 heures ou 3 heures d'activité physique par semaine, c'est pas obligé de bouger avant le repas. Mais là, c'est plutôt pour tous les gens un peu sédentaires. Et donc, c'est pour leur faire penser que un petit peu avant, pendant que ça cuit, etc., ils peuvent se bouger, ils peuvent faire un petit peu de danse, par exemple, avec de la musique. S'ils sont même avec les enfants, ils peuvent en profiter pour danser ensemble. Ils peuvent sautiller, ils peuvent faire un petit peu de vélo d'appartement en écoutant de la musique, etc. Voilà. L'idée, c'est de faire bouger les gens parce qu'en fait, on va améliorer le résultat nutritionnel en se bougeant davantage. C'est ça l'idée. Et l'idée, c'est de bouger combien de temps à peu près ? Il y a une idée ? Alors, parce que si on bouge pas du tout dans la journée, c'est vrai qu'il faut faire au moins une vingtaine de minutes, 20 minutes, 30 minutes, ce serait parfait. Une vingtaine de minutes, c'est bien. Après, si on a peu de temps, c'est-à-dire qu'on peut absolument pas bouger la semaine, que effectivement, on n'a pas beaucoup de temps avant le repas. 5 minutes en gymnastique type fractionné, à ce moment-là, en voyant ça avec son kiné, pour essayer de gérer un programme, c'est faisable. Mais seulement, ça nécessite de la gymnastique intense, fractionnée avec des moments de repos. Mais ça, il faut préparer d'abord, se préparer, faire un examen cardiovasculaire au préalable pour être sûr qu'il n'y a pas de contre-indication, et puis avoir un programme établi avec un coach, par exemple son kiné. Alors, on a parlé tout à l'heure du robot qui était dans la cuisine et qui travaillait tous les soirs, oui. Mais il y a une grande mode aujourd'hui, ce sont les extracteurs de jus. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait, parce que c'est la mode et que c'est facile et que c'est bien, que c'est dans l'air du temps, remplacer les légumes que vous nous proposez de manger tous les soirs par des jus de légumes ? C'est vrai que ça plairait beaucoup plus aux gens, mais non, parce que c'est du plus. Le jus à l'extracteur, c'est un plus, vitaminé, etc. C'est intéressant, mais ça ne va pas remplacer les légumes, tout simplement parce qu'en fait, vous avez broyé ces aliments-là et donc vous avez réduit la teneur en fibres d'une manière assez importante. Donc c'est très bien pour enrichir au niveau nutritionnel, vitamines, minéraux, tout ça c'est intéressant, mais pas en fibres. Donc ça ne va pas les remplacer. Mais ça peut très bien s'associer. C'est pour ça qu'effectivement, je propose aux gens, pourquoi pas, de prendre un petit jus en apéro, un petit jus de légumes, mélangé avec un peu de gingembre, de citron, etc., en apéro. Voilà, qui va compléter encore leur repas, mais qui ne va pas le remplacer. Et la soupe ? Parce que la soupe, ça réduirait, ça simplifierait soupe, tout. Alors la soupe, pourquoi pas, mais ne la broyez pas. Ne broyez pas les légumes. Ne broyez pas les légumes et ne les faites pas trop cuire. Et alors là, parfait. D'accord, soupe, compote, purée quoi. Alors tout ce qui est, purée quoi, de légumes ? Oui, purée de légumes. Alors purée de légumes, ça va être la même chose, sauf si vous le faites, vous écrasez vos petits légumes avec votre fourchette. À ce moment-là, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas utiliser des appareils qui vont casser des fibres. Alors vous réhabilitez le goûter ? Ah oui, bah oui. Pourquoi, Philippe ? Parce qu'en fait, ça va aider les gens à manger moins le soir, c'est-à-dire moins riche en calories.
Donc quand vous avez goûté, vous allez d'abord pas envie de vous jeter vers le réfrigérateur dès que vous rentrez du boulot. Parce que quand ils se jettent sur le réfrigérateur parce qu'ils ont des fringales et qu'ils sont fatigués, il n'y a plus de contrôle. Ils vont manger n'importe quoi. Du pain, du fromage, n'importe quoi. Parce qu'ils ont faim. Alors que là, si on a pris le goûter, on rentre tranquillement à la maison et on peut se préparer son repas sans avoir à se jeter ou ruer dans le réfrigérateur. Oui, ça combat les fringales. Les fringales, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui ne peuvent pas terminer un repas sans une petite note sucrée ? Alors, moi, ce que je conseille, c'est de prendre une petite tisane. Une tisane, par exemple, de verveine, une tisane de menthe bien concentrée ou une tisane de fruits rouges. Et c'est vrai que moi, j'ai donné dans le livre mon exemple parce que nous, on adore ça. On adore l'ail fermenté noir. Vous savez, l'ail noir. On adore ça. Oui, c'est pas donné. Attends, ça coûte une blinde. On prend qu'une c'est super cher. Moi, j'en ai acheté à cause de vous. Ouais, c'est super bon. Déjà, on n'en trouve pas partout. Ouais. Bon, c'est super bon, mais c'est quand même cher. C'est pas donné. Quel usage en faites-vous ? Je me rappelle qu'on a fait une émission justement sur le reflux. Et vous parliez des bienfaits de cet ail noir. Hein. Qu'est-ce que j'en fais ? Moi, je le mange comme ça, tellement je l'aime. Ouais. Juste comme ça. Vous avez une adresse où on trouve du bon ? Oui. Je suis sûr que allez-y. Chez nous, ça s'appelle le Bio d'Olivier à Toulon. Ouais. D'accord. On y va de votre part. On prend le code promo. Ils vendent dans les Biocoop. Ouais. Ils sont distribués dans les Biocoop. Bon, l'ail noir. Alors tout le monde ne connaît pas. Hein. Non. Comment définissez-vous son goût ? Unami. Le goût unami, c'est-à-dire c'est une saveur un peu exceptionnelle et c'est vraiment très très parfumé, très bon. Après, on peut l'utiliser écrasé dans une sauce, dans de l'huile simplement d'olive et faire une sauce pour ses légumes, c'est sympathique aussi. Mais il est tellement bon comme ça et comme vous dites, il est onéreux, c'est tellement mieux de le manger naturellement. Vous expliquez très bien dans votre livre comment la graisse du ventre qui s'accompagne d'inflammation durcit. Et qu'est-ce qui se passe quand cette graisse elle durcit ? Alors, quand ça durcit, c'est-à-dire que l'inflammation évolue vers la fibrose. Au bout d'un certain temps, elle peut évoluer vers la fibrose. Et donc, les cellules graisseuses, ce qu'on appelle les adipocytes au niveau, donc les cellules de la graisse, elles vont s'entourer de fibrose, c'est-à-dire de quelque chose de dur. Et donc, elles vont arrêter de grossir. Et donc, l'excès de graisse, il va aller au niveau des organes voisins, c'est-à-dire, par exemple, le foie, le pancréas, le cœur, les muscles, etc. Et donc, ça ne va pas faire bon ménage non plus avec ces organes. Donc, attention à la fibreuse. C'est ça le risque. Et oui, parce que en plus, cette graisse c'est pas du muscle, quoi. C'est pas du muscle, ce ventre dur. C'est dur, mais voilà. C'est dur, mais c'est pas du muscle. C'est du gras dur. Alors, on rappelle la liste des aliments qui sont absolument interdits le soir, dans la méthode que vous proposez, Martine Cottina. Oui. Le soir. Donc, quels sont les aliments qu'on raye le soir ? Alors, on va rayer donc les féculents, les légumineuses, pois chiches, lentilles, féculents, c'était les pommes de terre, etc. Et puis les oléagineux, noisettes, amandes, qui sont des excellents aliments, mais que vous allez consommer à un autre moment de la journée. On va supprimer la viande, les œufs. Donc la viande, parce qu'effectivement, elle va contenir des acides gras saturés qui n'ont rien à faire dans l'alimentation du soir, parce que vous allez les mettre en réserve dans votre graisse, donc c'est pas intéressant. Et puis ils contiennent également des oméga 6, c'est-à-dire de l'acide arachidonique, qui est le précurseur des molécules de l'inflammation, donc pas du tout intéressant pour le soir. Acide arachidonique. C'est un acide oméga 6 qui est contenu dans la viande et qui va se transformer en molécule de l'inflammation. Donc, qui va accroître l'inflation. Et donc, non, il ne faut pas non plus. Alors, les œufs, c'est très attention bien le matin. À toutes les sauces à base d'œufs aussi pour le soir. Oui, les pâtisseries, les gâteaux, tout ça. Non. Voilà, pâtisserie, gâteaux, bonbons, pas le soir. Une petite compote ? Non, pas le soir. Pas de yaourt non plus. Et les fruits, en fait ? Pas le soir, 4 heures, au goûter. Voilà. Bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on a toutes les boissons sucrées, bien sûr, pas le soir. Non, pas de boissons sucrées, de l'eau, des tisanes, etc. Pas de vin. Alors, bien sûr, l'alcool occasionnel quand on est invité, bien sûr, pourquoi pas, avec plaisir. Terminer l'apéro. Pas l'apéro tous les jours, pas tous les soirs. Et qu'est-ce qu'on boit donc le soir pour aider l'organisme à éliminer ? Alors, ce qu'on a besoin, nous, déjà, pour l'organisme, c'est de l'eau.
Mais les tisanes, par exemple, moi j'aime beaucoup proposer la tisane de romarin et de citron pour aider le foie justement dans la tâche difficile qu'il va avoir à accomplir. Parce que quand les gens vont perdre du poids, la graisse va libérer des molécules qui étaient emprisonnées dans la greffe comme des pesticides par exemple. Et donc ces pesticides vont être libérés, il va falloir que le foie les détoxifie. Et donc, alors vous êtes attaqué par une bête. Je suis attaquée par une mouche. C'est pour ça que vous êtes perturbé. Je suis perturbée parce que la mouche me tourne autour. Ouais, tourne autour, ouais. Donc détoxifie. Voilà. Donc le foie a un beau travail à faire et donc du coup on va l'aider, le soutenir avec des tisanes de romarin, de citron, pourquoi pas avec une petite note de gingembre pour donner un petit goût sympa. Martine Cottina sur Beurre FM. Martine Cottina, vous êtes une des des plus grosses vues sur YouTube de Beurre FM. C'est gentil. Vous êtes millionnaire. Vous êtes millionnaire en vues sur YouTube. Alors au début, moi, ça me faisait pas grand-chose, mais après, vous dites, tiens, vous êtes dans le club de celles qui ont été vues plus d'1 million de fois sur YouTube. C'est bien. Gros succès de la part des auditeurs de Beurre FM qui vous apprécient beaucoup. Vous publiez « Je veux perdre du ventre », le régime espoir des ventres rebelles chez Thierry Soucard. J'ai été sage, je n'ai pas parlé de diverticules, Martine. On en parlera un peu plus tard. Vous croyez ? Oui. D'accord. Et puis on fera notre émission sur les gazouilles aussi après. Ah oui, avec plaisir. Bon, vous verrez cette émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM, justement, puisqu'elle a été filmée. Puis vous réécouterez les podcasts donc sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent les podcasts de Beurre FM. Merci, ça m'a fait plaisir de vous revoir, Martine. Merci à moi aussi. Donc à la rentrée, comme on dit, et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.